Pour moi, je vais distinguer déjà entre la cybersécurité classique et la sécurité numérique des femmes. Lorsqu'on prend la cybersécurité classique, elle va s'intéresser aux données, aux risques techniques, aux réseaux et autres. Mais lorsqu'on adopte une approche féministe, on va prendre en compte les rapports de pouvoir, les discriminations, les violences basées sur le genre, les impacts psychologiques, les conséquences économiques. Je vais revenir tout de suite. Donc, lorsqu'une défenseuse est menacée de viol, lorsque ses données personnelles sont exposées, lorsqu'on prend des captures d'écran, on les coupe de leur contexte, on vient les faire un montage pour donner une autre image d'elle, on ne peut pas dire qu'on parle de technologie. On est en train de parler carrément de cyberharcèlement, de doxing. Et le problème, il n'est pas technologique. J'ai conduit une étude en prélude à un programme sur les violences basées sur le genre, facilité par la technologie dans les 12 départements du Bénin ici. Le commanditaire m'a demandé de le faire dans 2 départements. Et quand j'ai commencé, ma fibre féministe a parlé, j'ai voulu comprendre ce qui se passe partout dans le pays. Donc, à mes frais, j'ai conduit la même étude dans les 10 autres départements pour comprendre quelle est la cible la plus menacée, quelles sont les formes de menaces qu'on a, quelles sont les normes de genre qui expliquent ces menaces, quel est le dispositif juridique qui existe et comment on peut protéger. Et je vous avoue que j'étais dépassée par ce qu'on pouvait entendre, ce qu'on a pu constater. Et ça nous ramène à l'importance des données. Le bailleur m'a demandé, mais pourquoi tu as voulu faire cet investissement? Et je lui ai répondu, pour moi, les données, c'est l'arme la plus puissante de plaidoyer. Nous parlons de féminisme, nous parlons de plaidoyer, ce n'est pas sur l'émotionnel. Par expérience, c'est lorsqu'on met les données en face des décideurs que ça devient vraiment irréfutable. J'ai eu l'opportunité d'être membre du groupe de travail suivi et redevabilité de l'ONU dans le cadre du processus Génération Égalité. Donc pendant 5 ans, nous n'avons fait que traquer les données dans les différents pays sur les 5 continents. Et ce que nous avons pu obtenir comme décision, qui ont fait partie des recommandations de la CSW, partait des données que nous collectons. Donc c'est devenu comme un réflexe pour moi d'interroger, de collecter les données, et ma casquette de juriste et de socio-anthropologue me facilite vraiment ce travail de collecte de données pour nourrir le plaidoyer. Une femme défenseur est vulnérable. Elle n'est pas vulnérable parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est une femme qui dérange un système, qui touche là où ça fait mal, qui touche les résistances, qui veut faire évoluer une cause. Et c'est à partir de ce moment qu'elle devient, je dirais, un danger pour les personnes qui ne veulent pas voir le changement. Et les risques numériques pour les défenseurs, je les cartographie à 3 niveaux. Au niveau individuel, au niveau communautaire et au niveau institutionnel. Vous savez, je dis souvent à la nouvelle génération que le téléphone de la défenseuse, aujourd'hui, c'est son outil de mobilisation, son outil de plaidoyer, mais c'est en même temps la principale porte d'exposition au risque. Je suis très heureuse que la majorité soit jeune ici. Quand nous, on a commencé à militer pour les droits des femmes, il n'y avait pas de téléphone. Donc ce risque, nous ne l'avons pas connu comme vous le connaissez. Nous avions directement le risque d'agression physique. Mais aujourd'hui, ça peut partir du monde physique et continuer sur les réseaux. Comme ça part même des réseaux
et ça se transforme, ça se transporte au niveau physique, le cyberharcèlement. Et il n'est pas, ne pensez pas que c'est des individus au pif, au mètre qui viennent, hein. C'est organisé, c'est leur boulot, c'est ça qu'ils savent faire. On va surveiller vos communications. On va usurper votre identité. Si vous êtes féministe et que vous êtes actif sur les réseaux, il n'y a pas cette journée-là que vous n'êtes pas l'objet de tentatives d'usurpation d'identité. C'est pour ça, il y a là, la session passée, on a suffisamment parlé de sécurité. Comment nous renforçons nos canaux de communication. La diffusion non consentie des informations. Nous avons eu un échange. Vous transportez cet échange-là sur la place publique sans mon consentement, sans m'avertir. On va revenir sur les lois. Au niveau familial, lorsque vous êtes défenseuse, il y a un fort risque de stigmatisation. Surtout ici en Afrique, la famille, ce n'est pas le père, la mère. Toute la grande famille viendra dire, c'est toi qui parles de telle chose. C'est toi. Donc, il va y avoir une pression familiale terrible pour vous amener à abandonner votre cause. On va vous parler de la réputation de la famille que vous êtes en train, de la famille, du clan même, et même de l'ethnie. J'ai des cas, je vais vous donner tous les exemples. Au niveau institutionnel, il y a beaucoup d'intimidation sur les défenseurs. Les mécanismes de solidarité, ils existent. Ils existent. La preuve avec le réseau des femmes leaders, avec FemNet, avec Equality Now, avec PFA. On a plusieurs mécanismes avec WIDAF, avec le African Women Development Fund. On a ça, on a des systèmes nationaux, on a même des systèmes informels, je dirais, avec Signal, avec les groupes, sur les réseaux sociaux. On a des mécanismes d'alerte rapide. Si une défenseuse est touchée au Bénin ou en Guinée, toutes celles de l'Afrique de l'Ouest vont être informées et la réplique va s'organiser. On a un système d'accompagnement psychosocial. Celles dont je parle sont en thérapie. Mais la thérapie ne veut pas dire que vous n'avez pas subi le choc, vous allez le subir. Cependant, ces systèmes ne suffisent pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Les fonds ne suffisent pas. On finance les projets, mais on est réticent à financer celles qui sont en première ligne. Le soin, le care a été perçu, ou continue d'être perçu chez nous comme un luxe, alors que c'est un pilier hyper important du leadership des défenseuses. J'ai plusieurs fois entendu des collègues féministes me dire, qu'est-ce que vous appelez repos stratégique? Vous allez vous balader, ouais. Alors que c'est hyper important pour se ressourcer et reprendre l'énergie pour porter le fardeau des sans-voix. Nous sommes la voix des sans-voix. Et si vous-même, vous n'avez pas de l'énergie, vous ne pouvez pas supporter les autres. Donc la première limite, c'est ça. On finance les projets, mais on finance rarement le bien-être des militantes. C'est perçu comme secondaire. La seconde limite, il n'y a pas de mécanisme de redevabilité clair et exigeant. Notre travail au sein de mon groupe, par exemple, c'était ça, de traquer les mécanismes, de mettre en place des mécanismes de redevabilité. On n'en a pas. Qui décide? Qui est soutenu? Où est l'argent? Selon quels critères l'argent est redistribué? Qui rend compte des ressources mobilisées au nom des luttes féministes ou pour les droits de l'homme? La troisième limite que je trouve, c'est la coordination régionale qui me paraît encore faible. C'est vrai, nous avons des mécanismes de solidarité et nos solidarités, elles sont puissantes, mais elles gagneraient à être plus structurées, plus financées avec des mécanismes de redevabilité. Les menaces traversent les frontières plus rapidement que nos réponses. Il y a 2 semaines, j'ai partagé le cas d'une défenseuse que nous avons dû relocaliser de la RDC pour
le Togo, mais elle a été rejointe au Togo. Comment nous devons financer le soin? Je le disais. Il faut comprendre que les défenseuses ne sont pas des victimes à assister. Ce sont des leaders à protéger et à renforcer. Et donc, on doit passer de la logique d'assistanat à une logique d'autonomisation. Le premier élément que je trouve, c'est la co-construction. Les mécanismes de protection doivent être co-construits avec les défenseuses. Deuxième élément, c'est vraiment le leadership local. Les solutions durables émergent de nous et de nos communautés. Le troisième élément, le financement flexible. Flexible pour financer la santé mentale, le coaching, le mentorat, la protection numérique et les besoins urgents. Et il y a des modèles qui existent. Ces modèles doivent être renforcés. On a par exemple Frontline Defender qui fait déjà un travail digital, Defender Partnership. Mais la limite, c'est qu'on ne connaît pas trop ces mécanismes. On ne sait pas comment les actionner, comment en bénéficier. Et nos collègues francophones, vous l'avez dit ce matin, nos collègues anglophones sont beaucoup plus en avance sur les francophones. La technologie est construite en anglais, puis traduite en français. Au niveau et je pense réellement qu'on a besoin de créer un fonds afro-féministe de résilience et de protection, avec des mécanismes flexibles. On a beaucoup de cadres de protection. Le protocole de Maputo, son article 3 que nous pouvons actionner, la Commission africaine des droits humains des peuples, avec sa rapporteuse spécifique sur les violences numériques. On a les constitutions, les statuts de la femme, médiateur de la République selon les pays. Le problème, ce n'est pas la non-existence de ces mécanismes, mais on ne les connaît pas. On les connaît très peu et on ne sait pas toujours comment il faut les actionner. Je vais m'arrêter là d'abord et peut-être que vos questions vont nous amener à approfondir. Merci. I am glad to be a part of this panel because of the few things that I believe we have been able to work with as policy, and I hope we will be able to understand or give context to what women human rights defenders go through and how we can be able to support them. Like I mentioned, I am a digital safety trainer. So I've been a part of different trainings, either as someone who is being trained, but then also as someone who is training. And just to give me a quick picture of what it looks like, who has ever attended a digital safety training by show of hands? Digital safety and security training by show of hands. Roughly 8 to 9 people have attended a digital safety training, and I would want to understand why some of us, because most of us have not. I would want to investigate or try to understand why we have it. Is it because we don't have opportunities, or is it something that we are not interested in? But because of time, we may not be able to go through that, but those are some of the things that I would like for us to maybe talk about later on during our networking session. Why is it that we have not been able to attend a session on digital safety or security, or how can we be able to use the internet for our advocacy work? But because we don't have time, I'm going to go into the different questions that were provided for us to give context to why we need to have capacity building or responsive digital protection as women human rights defenders. And the first question speaks to how do we distinguish gender responsive digital protection from generic cybersecurity approaches. So basically this speaks to how different do we understand or do we protect ourselves
in the digital spaces as women human rights defenders. And I want for us to understand, like the speaker before has shared, that violence against women human rights defenders is something that is done with the intention of silencing. That this is usually not like any other kind of attack. Attacks about women or against women are intended to make them keep quiet about their struggles or about their pain. So it's very important that even when we are trying to create awareness about digital protection or how safe you can be able to use the internet, it's very important for us to understand how do we target the understanding or the knowledge to exactly what women human rights defenders need to be able to thrive in these digital spaces. And I think one of them will be a short context of something that we have done. I did a few months ago. We carried out training with women human rights defender in Uganda in an urban rural area with local women leaders. And we were able to understand women leaders and also human rights defenders. And what some of the things that came up that I would like to be able to share with you, all certain responsive measures that we can be able to use for digital protection is, I think, first of all, it's to understand the context of every woman. Yesterday I was able to ask during the panel session, what are some of the different forms technology facilitated gender-based violence manifests itself in Benin. I wanted to understand that what are the challenges that women human rights defenders are facing. It's important for you to understand the challenges that someone is facing to be able to share the tools that they can be able to use. So it's very important context or their own story. A few people put up their hands when I asked if anyone has attended a training, but the reason for this is to give audience, for you not to tell them what you want to share, but for them to share what they want from you. So in our different trainings or in our digital protection responsiveness, it's very important that you give context of who the woman human rights defender, what their experience is, so that you can be able to share their different the context of what would help them. Then also something else would be language, and I think this is something that we have been talking about in the different sessions, that language is really important. Language is not just French or English. Language is pre-context of what does someone mean when they say this compared to what other people would call it. Language gives value to what someone is saying. I can say something in English and it seems less important, and someone else can say something in French and it will seem important. So that is the kind of context we are trying to talk about, giving value to certain words or giving value to certain experiences, the language of it. There are certain experiences that a woman human rights defender is going to face in Uganda or in Nigeria or in Benin, but because of the language that is being used or because of the experience that is being shared, it's very important for you as either a trainer or someone who is helping them to be able to understand why is it important, so that you're able to give them with the different skills that you have prepared for them, or how they can be able to overcome it. And then also something else is holding a hand. And I think during that training that we were able to carry out, maybe something to also learn from it is, most of the time when we are going in for digital protection trainings or capacity building, we tend to have a list of what we are going to, for example, if I was going to have a training with some of us here, I would come with a list of the different things that I want to teach you. But in responsive digital protection, it's very important that
I don't come with it. I shouldn't assume what you need. It is you to tell me what you need from me so that I can be able to share what you need. So that is something that is very important for responsive. Responsive means what you're experiencing should be what directs what kind of tools I'm able to share. So that is also something that we are able to understand. And I would like for us moving forward, hopefully we can be able to work with some of the organizations and networks that are here on how we can be able to equip ourselves with the different tools that are very necessary to you as a woman in Benin, to you as a woman human rights defender, so that you can be able to protect yourself within the online spaces. And then the second question was, what do threat models for women human rights defender in our contexts look like, and how do offline and online risks compound each other? And just to explain briefly what threat models are, this is where you identify, assess, and give strategy depending on the context of the people that you're going to be able to speak with. So basically assessing, trying to understand what is the problem that you're facing, why is it happening to you and not to any other person or to a certain group of people, so that we can be able to come up with strategies or solutions of what you need to be facing. And I think one of the things that we believe as policy, as an organization, we pride ourselves in using data and design. What do I mean? That once you've collected a lot of information, I think some of the researchers here can attest to that you can carry out a research and have a report, a big report that no one is going to read. Is that also something that is shared here in Benin? That you carry out a research, you have a book or a report, but no one is going to take the time to read a big report to be able to process. So one of the things that we do as policy is to break down information. That once we've done a report and then we published it, people are not going to be able to, not everyone is going to be able to read this report. So what do? We break down this information through games or certain tools that are supposed to help us either share the knowledge or share the different tools that are supposed to help us with the recommendations. And one of them is we create games out of our own research. For example, we have one that is called the Digital Safety. And this gives different scenarios of what different women go through within the human rights work or defenders work that we do. It gives scenarios of, for example, a woman living in Benin who is a Muslim working at a certain organization. What are the different threats that they are likely to face? What are some of the challenges that they may be facing while using the internet? How can they be able to overcome them? So our different tools are intended to break down information that once you go through a game, it's a website game, so you just log on online and then put in digitalsafety.org, and then you go, once you start playing it, it provides different scenarios of what you go through, and then it gives solutions, so that it also caters to everyone, because as we all know, and I think it speaks to solidarity as feminist movements, that it is very important that everyone is represented. Our experiences are different. We may all be women, but we face different challenges because of either the country that we are in, or because of the work that we are working on, or because of the different specific challenges that we all go through. So in the spirit of solidarity, it's important that we are represented, that a young woman working at an organization is represented within these games, but then also an older woman who is, for example, experiencing using the internet for the first time. What are the kinds of challenges that they're going to be able to face, and how can we be able to support them? So as policy, that is one of the ways that we are using what we call the threat model, to be able to create scenarios that help you process and break down information quickly and easily. Alors je crois, en termes de protection numérique, les deux experts qui m'ont précédé ont fait le tour. Et moi, je voudrais revenir sur quelques expériences du RFLD. Alors, en termes de mécanismes, je crois les deux avaient parlé déjà du collectif transfrontalier
en citant Equality Now, on peut ajouter ABDF, ajouter Nalafem, ajouter tout ce qui existe déjà. Et nous, au niveau du FLD, nous voudrons également compléter des mécanismes qui existent en ligne, c'est-à-dire notre centre de data qu'on appelle DonoEC et notre compendium qui est également sur notre site, d'accord, qui retrace des données documentées. Et l'autre chose également au niveau du FLD, nous avons près de 670 organisations qui travaillent avec nous dans 5 pays. Et nous avons également aujourd'hui le projet SIT à travers la GIZ sur l'initiative afro-féministe. Je crois il y a une semaine ou 2 semaines, il y avait une activité par rapport à ce projet-là. Et ce projet, quand même, nous permet, avec nos partenaires et également les associations membres du FLD, de quand même travailler également avec les défenseurs. Et pour finir également, il y a le fonds WAF. Vous savez, nous, on a eu la chance de lancer la candidature par rapport à un financement en ligne où on a reçu 1072 candidatures. 1072 candidatures. Alors que pour financer ces 1072 candidatures, on avait besoin de 100 millions de dollars. Et comment allons-nous faire? On était obligé, on l'a lancé dans la sous-région. On était obligé de prendre 10 organisations par pays, c'était 10 pays. Donc on a pris 100, à qui on a partagé 2 millions de dollars. Vous voyez, tout n'est pas couvert. Il y a encore près de, sur 1172, on a pu avoir du financement pour 100. Alors donc le plan de financement se pose avec acuité. Et l'autre chose également, aujourd'hui, en ce qui concerne les cas de protection, je vais revenir sur ça. Le cas de protection, nous avons, vous savez tous que le plaidoyer se fait de la base vers le haut. Mais aujourd'hui, nous, au niveau du FLD, nous avons un statut d'observateur qui nous permet d'interagir avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le socle normatif de cette commission par rapport aux femmes défenseurs, c'est déjà la résolution C122. Et cette résolution appelle les États à actualiser leur législation pour protéger les femmes dans les espaces numériques. Je veux vous rappeler quelque chose. La logique de ce sommet-là, d'accord, c'est des statistiques, d'aller de partir des statistiques vers la législation. Et toutes ces données, d'accord, qui seront compilées, nous avons près de 60 participantes ici. Ce qu'on voudrait proposer, c'est de travailler également à faire des plaidoyers, d'accord, dans vos organisations, dans vos pays. Alors, je voudrais également parler encore d'une autre résolution, la résolution 620 qui a été votée et adoptée en 2024 et qui mandate le rapporteur spécial. Vous avez vu le professeur Rémi hier qui a fait un discours inaugural et qui va revenir encore tout à l'heure dans une autre panel. Alors, cette résolution permet au rapporteur spécial d'élaborer les normes des données centrées sur la transparence par rapport toujours aux défenseurs des droits de l'homme. Il y a également, pour finir, la résolution 657 qui a été adoptée en 2026, qui pousse spécifiquement les journalistes et défenseurs de l'environnement. Cette résolution permet de protéger les journalistes et les défenseurs de l'environnement qui sont beaucoup exposés. À part la CHDAP, nous avons également la CDAO. Et tout le monde connaît déjà le mécanisme d'alerte précoce au niveau de la CDAO qui est EcoWatch. Maintenant, après les deux mécanismes régionaux, il faut qu'on parle également des mécanismes au niveau des pays. Si au niveau des pays, nous n'arrivons pas à documenter stratégiquement les données, les parlements et autres n'auront pas de la matière pour pouvoir légiférer, pour pouvoir faire sortir des lois. Donc c'est nécessaire d'avoir des données, de les documenter
rigoureusement pour pouvoir les acheminer vers les groupes, les véritables groupes qui pourront nous aider à matérialiser nos plaidoyers. Alors, au niveau de... Alors, pour finir, je voudrais demander à toutes les organisations ici présentes qui a également aujourd'hui le projet NAFACI. Et ce projet, je l'ai expliqué hier, et qui permet aujourd'hui à tous les créateurs de contenu, aux experts en technologie, aux journalistes, d'accord, d'interagir avec nous. Et nous, au niveau de ce projet, nous travaillons pour la promotion et pour la démocratisation de l'espace civique numérique. Merci.